Bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir Bruno, soyez les bienvenus au Lexicopole. Nous sommes très heureux de vous recevoir. La présentation de ce soir se fait en collaboration avec le lycée franco-hellénique, Mathilde, qui a eu la très bonne idée d'inviter Muriel, Zach, ta femme. Et donc, par la même occasion, nous avons le plaisir de te recevoir ici au Lexicopole. Thanas Chadzopoulos, écrivain, poète, traducteur, et Spiros Yanaras, écrivain, traducteur aussi, vont te présenter à notre public et te poser les questions pertinentes pour que tu nous dises ce que tu fais comme éditeur, comme poète, comme écrivain. Voilà. Thanas et Anfesna, si tu le souhaites. Bonsoir de ma part. Et, merci à Yannis et la Lexicopolio qui m'ont euh, invité de présenter Bruno Doucet. Donc, je vais vous lire quelques lignes de son parcours bibliographique. Et après, on va discuter avec lui, avec Spiros, sur ces questions que ces deux derniers livres posent. C'est s'il existe un pays, ceux qui se taisent. Dans les deux livres passent plusieurs pays en dehors du pays de la poésie et la Grèce aussi. Donc Bruno Doucet, poète, éditeur de poètes, ainsi se définit Bruno Doucet. Depuis des années, il se consacre tout entier à faire éclore les œuvres de poètes qu'il publie dans sa maison, mais il n'a jamais cessé de laisser sourdre en lui les poèmes. Le poète, donc. Simplement, il les a négligés, jetés au fond d'un tiroir, se refusant à en être l'éditeur. Parce que ces textes, surgis au fil de ses voyages, de ses rencontres et de son engagement, sont l'essence même de ce que sa maison d'édition incarne. Je l'ai enfin convaincu, c'est Muriel Zach qui écrit ces textes, qui est son éditrice dans la maison d'édition. Et je l'ai enfin convaincu de les offrir à nos lecteurs. Et je suis heureuse, elle dit, d'être l'éditrice de ces recueils où le voyageur soulève à chaque pas le souffle poétique d'un ailleurs qui est le nôtre. Bruno porte en lui cette qualité rare. Il est un sorcier des images. Leurs jaillissements ressent en nous pour rejoindre notre part la plus intime, l'essence même de l'émotion poétique. Donc, je vais commencer par une question qui a à faire avec votre double identité de poète et d'éditeur, parce que dans votre poésie aussi passent beaucoup de poètes. Il y a comme un dialogue entre vous et des poètes comme Ritsos, comme Lorca, comme Blaise Cendrars. Il y en a d'autres noms aussi que vous allez nous dire. Et parce que je crois qu'il y a toujours une conversation entre vous et les œuvres ou les vies d'autres poètes. Merci pour cette belle présentation. Alors, je vais répondre par un exemple. Je vais vous dire un poème en ouverture, un poème qui n'est pas de moi, mais un poème que j'ai dans la tête et qui me semble, qui va me permettre de démarrer cette rencontre. C'est un poète français qui s'appelle Jean Malrieux, qui a écrit ceci. Ne serait-ce qu'une fois, si tu parlas de liberté, tes lèvres pour l'avoir goûté en ont senti le goût du sel. Je t'en prie par tous les mots qui ont approché l'espoir et qui tressaillent, sois celui qui marche sur la mer, donne-nous l'orage de demain. Les hommes meurent sans connaître la joie, les pierres au gré des routes attendent la lévitation. Si le bonheur n'est pas au monde, nous partirons à sa rencontre. Nous avons pour l'apprivoiser les merveilleux manteaux de l'incendie. Si ta vie s'endort, risque-la. Voilà. C'est un
tout le monde va convenir que c'est un très beau poème et qu'il y a quelques formules là-dedans auxquelles on peut s'accrocher. Par exemple, si le bonheur n'est pas au monde, nous partirons à sa rencontre. Moi, ça me parle très fortement, ça, et ça me parle de ce qu'est la poésie et de son rôle, dans sa capacité d'inventer ce qui n'existe pas, ce qui n'existe plus, ce qui peut-être existera demain. Et puis cette phrase magnifique qui est comme un talisman avec lequel on peut repartir après une rencontre de poésie, si ta vie s'endort, risque-la. Ça, c'est très beau aussi. Alors, c'est ma manière de répondre à cette belle question en vous disant, ben oui, je suis dans un dialogue permanent avec les textes, avec la poésie, qu'elles viennent de mon intimité, de mon écriture personnelle ou de celle des autres. Et ce dialogue, eh bien, c'est comment dire, c'est comme avoir une ruche dans la tête. C'est-à-dire qu'une ruche, ça bourdonne. Surtout à cette saison, vous voyez, les abeilles, elles sortent, elles vont aller ici ou là et faire le miel. Eh bien, moi, je vis comme ça. C'est-à-dire que je vis comme une ruche. Mais je ne connais pas vraiment d'hibernation. Toute l'année, je suis à la rencontre des autres poètes, que ce soit ceux que je publie ou ceux que je fais émerger dans des ateliers d'écriture, par exemple, avec des enfants ou des adultes. Et il y a ce dialogue permanent entre ce que je lis et ce que j'écris, ce que je dis et ce que je publie, et la façon dont, sur les routes de France ou d'ailleurs, eh bien, je vais porter la parole des poètes que je publie. Oui, dans ces poèmes, vous avez dit le manteau de l'incendie, et il y a deux vers de vous qui m'ont fait vraiment vous demander quelque chose. Si vous voulez faire un commentaire, vous dites dans un poème qui s'intitule Lettre au poète qui lisait des romans d'aventure, qui à la fin, vous dites demain, qui sait, la maison est en flammes, mais j'emporte le feu. Donc, oui. Votre manteau d'incendie, c'est que vous emportez le feu. Ben oui, alors ça c'est aussi une belle définition de la poésie. Bien sûr, on emporte le feu avec soi et puis on le donne aux autres. Et le poème et la littérature, ça sert à réchauffer l'humanité. Ça sert à rassembler les hommes autour d'un même foyer, d'un même centre de vie. Si la littérature est là pour diviser, alors mieux vaut fermer les librairies, les bibliothèques. Et voilà. Pour moi, la littérature et la poésie en particulier sert à nous permettre de grandir en humanité. Et donc à aller vers les autres et à apprendre. C'est peut-être la chose la plus importante que je vais dire ce soir. Je le dis maintenant. Comme ça, après, les gens peuvent partir. Oui. Ça sert à se penser soi-même comme un autre. Ça sert à ça, la littérature. Se penser soi-même comme un autre. Quand un romancier crée des personnages, il est habité par ces personnages et ces personnages habitent en lui. Il devient un autre. Un homme peut très bien se glisser dans la peau d'une femme, un vieillard dans la peau d'une petite fille, etc. Et donc, lorsqu'on se pense soi-même comme un autre, eh bien, on pense l'autre comme un jeu, comme un alter ego. Et à partir de là, il n'y a plus de place pour le racisme, l'antisémitisme, les divisions. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, ce feu. Mais c'est comme si le poète est une sorte de Prométhée, hein, oui, qui donne le feu qui est entre le Dieu et les humains. Prométhée et promesse d'été. Voilà, oui, aussi, oui, hein, oui, voilà, pour moi, c'est les deux. Oui. Et Proté. Oui. Et puis, derrière ce poème que tu as évoqué, il y a une histoire de vie que je vais évoquer très brièvement. Ce poème est adressé à un poète qui a 97 ans, qui s'appelle Frédéric Jacques Temple, qui était un ami de Laurence Durel. J'ai vu qu'il y avait des livres de Laurence Durel. Un ami de Henri Miller, de Francis Carco, de Blaise Cendrars. Vous voyez, 97 ans, il écrit toujours et il a vu beaucoup de choses. Et il avait publié son premier livre aux éditions Segers, il y a très longtemps, bien avant ma naissance. Et moi, j'ai été le dernier directeur des éditions Segers. Et un jour, j'ai reçu un manuscrit de Frédéric Jacques Temple. Il me disait, j'ai commencé là, je veux finir là. Et je voudrais que tu publies mon recueil. Et j'ai dû lui dire non, parce que je savais que cette maison d'édition allait fermer par décision des actionnaires. Et ça m'a
fendu le cœur de devoir dire non à cet homme que je lis depuis toujours et que j'admire énormément. Et donc, je lui ai dit non et je lui ai écrit ce poème. Et en lui disant « Ma maison est en flammes, mais j'en porte le feu. Oui. » Ça voulait lui dire la chose suivante. Laisse-moi un peu de temps, la maison brûle, mais je vais en faire une autre. Je vais créer une autre maison d'édition et je publierai tes poèmes lorsque cette maison sera créée. Et donc, 2-3 ans après, effectivement, j'ai créé la maison d'édition. Et puis, on a publié Frédéric Jacques Temple et on vient à nouveau de le publier. D'accord. Moi, je voudrais vous poser... bonsoir et merci pour l'Excopolio. Je voudrais vous poser une question par rapport à ça. Parce qu'en apprenant que vous avez quitté les éditions Segers pour fonder une maison d'édition consacrée essentiellement à la poésie, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que la poésie perd sa place dans les grandes maisons d'édition Alors ça, c'est un sujet de conférence en soi. Hein. Et puis ça parle aussi bien de la France que de la Grèce et du monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste quand même, en France notamment, mais c'est ce que je connais le mieux, à une concentration éditoriale. Il y a des groupes qui se constituent avec 40, 50, 60 maisons d'édition. Si vous additionnez le nombre d'auteurs, de livres, de lecteurs, c'est monumental en termes de puissance économique et de puissance intellectuelle aussi. Mais malheureusement, ces géants sont fragiles. Et la fragilité du géant qui possédait les éditions Segers, qui est un groupe qui s'appelle Editis, qui a été acheté par un autre groupe qui s'appelle Planeta. Planeta, c'est planète, ils ont des ambitions planétaires. Peut-être un jour ils vont acheter la galaxie, je ne sais pas. Eh bien, leur fragilité, c'est quoi ? Eh bien, c'est de dire, ce qu'ils m'ont dit en 2009, nous sommes au début d'une crise économique sévère. La poésie n'a plus sa place. Alors j'ai dit, mais c'est le contraire. Si on est en crise, alors il faut des poètes, parce que la poésie est nécessaire dans les crises personnelles, individuelles, le deuil, la séparation, le doute. La poésie, elle guérit toutes ces blessures-là. Et puis la poésie est aussi nécessaire dans les crises sociétales, historiques. Enlever la poésie au peuple palestinien, aujourd'hui... enlevez-le au peuple, si on l'avait enlevé au peuple grec il y a quelques décennies, vous imaginez. Donc la poésie, elle est nécessaire en temps de crise. Mais ils m'ont dit, mais on ne se comprend pas du tout. Nous, on vous dit, la poésie ne sert à rien en temps de crise parce qu'elle ne peut pas rapporter suffisamment d'argent. Alors vous allez devoir partir, on va vous licencier et on va fermer la maison d'édition que vous dirigez. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un peu de temps, je leur ai compliqué la vie, mais ils ont fini par le faire quand même. Et donc, nous avons, avec Muriel qui est là, créé une petite maison d'édition indépendante. Indépendante, hein. Qu'est-ce que ça veut dire indépendante ? Libre. Fragile aussi, très fragile, mais libre. Et qui ne dépend pas ni d'un mécène, ni d'un groupe, ni d'une banque, etc. Et qui chevauche un unique cheval qui est le rêve et l'utopie et l'engagement social. Voilà, c'est ça notre aventure. Et je veux dire une chose, c'est que ça marche. On y arrive quand même. En 8 ans, on a publié 140 livres. Plus de 1000 poètes, si on tient compte des anthologies. Plus de 1000 poètes vivants. Les 5 continents sont rentrés dans notre petit bateau. Alors, c'est pas rien du tout, ça. Et puis, on a fait découvrir des poètes que personne ne connaissait. Une poète indienne qui écrit en Innu Aimun, qui s'appelle Rita Mestokosho. On en a vendu 1500 exemplaires, donc beaucoup de gens qui ont découvert sa poésie, des poètes de Corée, des poètes d'Australie, des poètes venus de tous les horizons. Alors, donc il y a cette possibilité de réaliser autre chose, en dehors des grands groupes éditoriaux, de constituer des lectorats, c'est-à-dire, au fond, des collectifs de gens qui vont, à un moment donné, à travers un livre, regarder dans la même direction, penser le monde de façon convergente. Ça me semble très très important. Et puis, nous ne sommes pas les seuls éditeurs. Il y en a beaucoup aujourd'hui, des petites maisons d'édition en France, il y en a aussi en Grèce, qui ont décidé de ne pas vendre leurs ailes à la raison d'État. Voilà, et qui ont décidé qu'elles n'allaient pas se mettre au garde à vous devant les multinationales. C'est important.
je voulais simplement préciser que je vous ai posé cette question parce que la situation en Grèce est tout à fait différente. Ce qu'on publie de plus, oui, c'est la poésie. Il y a énormément de poètes et énormément de poésie qui est publiée, ce qui est très très bien. C'est pour ça que, pour moi, en tant que grec, je me posais la question par rapport à la place de la poésie en France. Alors, c'est une autre question qui est très intéressante aussi. Je dirais que la poésie en France, elle a été très très importante, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les poètes ont joué un rôle majeur dans la résistance face au nazisme, et des poètes comme Aragon, Éluard et bien d'autres, Char, Henri Michaud, Desnos, etc. Ont joué un rôle très important. Puis ensuite, il y a eu une génération de poètes à l'intérieur des frontières de l'Hexagone, en France, qui ont cherché autre chose, qui ont essayé de s'inscrire dans des avant-gardes formelles, textuelles, mais qui ont un peu perdu le contact avec le grand public. Et puis, à nouveau, c'est comme un mouvement pendulaire, vous voyez, le balancier est parti maintenant à nouveau du côté d'une poésie plus sociale, plus ancrée dans la réalité, plus en lien avec l'histoire, mais c'est parce que le monde dans lequel nous vivons en a besoin. Ce serait quoi être écrivain aujourd'hui et d'avoir les yeux fermés sur les drames qui nous entourent? Comment, par exemple, un écrivain aujourd'hui peut-il écrire sans venir frapper à sa porte ou à sa fenêtre la cohorte des réfugiés, des exilés? Comment peut-on être indifférent à ce qui se passe en Syrie, en Afghanistan? Comment peut-on, par exemple, être un écrivain homme et puis ne pas penser de temps en temps à la moitié de l'humanité qui doit vivre, dont une partie de cette moitié de l'humanité, je parle des femmes, doit vivre dans un état sous la domination masculine. Donc c'est très très difficile de... moi je ne vois pas comment la littérature pourrait ne pas être aujourd'hui dans une sorte de corps à corps avec le monde et avec la vie des hommes, des gens qui sont parfois en grande difficulté. On ne sait pas vraiment à quoi rime la vie. Bon, voilà, si quelqu'un sait exactement à quoi rime la vie, c'est bien. Mais on peut au moins savoir à quoi s'arrimer, à quelle valeur s'arrimer et quel sens on veut donner à sa vie. Et donc je crois que la littérature aujourd'hui, elle se positionne sur ces questions. Et voilà, j'ai répondu. Ça va. Mais j'ai encore une question par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez parlé d'un corps à corps avec la réalité. Mais j'ai l'impression, ce que je vois en Grèce en tout cas, avec ce qu'on a vécu, avec cette crise qu'on a vécue, dès le début, on se disait qu'on allait avoir probablement une littérature de la crise, parce que c'est un moment propice pour un écrivain, une crise. Et on présageait un sort de corps à corps avec cette réalité. Mais j'ai l'impression que l'écrivain et le poète a besoin de recul et de distance par rapport à cette réalité dont vous décrivez. Et que très souvent, mon expérience en Grèce en tout cas, c'est que dans la plupart des cas, ce qui est forcé, une littérature sur la crise qui a été un peu forcée, semble un peu factice. Oui, mais la littérature raconte des choses et dit d'autres choses. Et donc on peut fort bien aborder des problèmes de notre temps par des voies détournées. La science-fiction, par exemple, le fait très bien. Le polar aussi le fait très bien. Il y a des romans policiers qui abordent des sujets de société par des voies détournées et qui nous invitent à réfléchir. Donc moi je ne parlais pas forcément d'une littérature ou d'une poésie qui nomme directement les problèmes, mais d'une conscience de l'écrivain qui prend à sa charge une partie de ce que j'ai envie d'appeler le naufrage humain. Il y a quand même une sorte de dévastation du monde dans lequel nous vivons, et puis des enjeux, des problèmes qui sont des problèmes assez inouïs pour l'humanité aujourd'hui, dans leur complexité et dans leur interaction. Je pense crise économique, terrorisme, guerre, problèmes d'écologie planétaire, tout ça c'est d'une complexité incroyable. Et donc la littérature,
sans forcément chercher à illustrer ces problèmes-là, peut nous amener à les penser. La littérature, c'est toujours un pas vers l'inconnu pour porter au plus loin une lumière, en fait, et essayer de sortir de l'obscurité. En tout cas, on écrit aussi soi-même pour apprendre à se connaître et connaître le monde. Et donc, nous sommes des individus situés dans le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un écrivain né dans les années 60 ? Si on est né dans les années 40, c'est encore un peu autre chose. Frédéric Jacquetemps, lui, qui est né au début des années 20, eh bien, il a traversé quand même tout un siècle, là, et il a une conscience du monde qui n'est pas tout à fait la même que la mienne, mais le lire permet vraiment de prendre la mesure de l'envergure de l'arbre qu'est l'humanité, mais aussi de ces aspects invisibles que sont des racines historiques que des plus jeunes peuvent non pas. En continuant ce que vous dites sur le changement de notre époque, il y a aussi la technologie. Et toutes ces questions de l'informatique qui peut-être nous amènent devant une espèce humaine qui serait peut-être tout à fait différente de ce que nous connaissons déjà. Et donc, je crois que la poésie est dans un état de chercher à approfondir les racines de cette humanité qui se trouve en dedans de chacun de nous, et pour faire quelque chose de résistance devant cette nouvelle réalité, entre guillemets. Mais parce que ce n'est pas une réalité, c'est quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on a jusqu'à nos jours de réalité. Si vous voulez dire quelque chose sur cela, oui. Parce que nous sommes devant une mutation de l'humain, peut-être. On ne sait pas. Oui, ça j'entends parfaitement, mais ce que m'inspire cette remarque, c'est plus une remarque qu'une question, oui. C'est le fait que la poésie donne à penser aux autres. Elle ne dit pas ce qu'il faut penser. Non. Le poète n'est jamais détenteur du sens du texte qu'il a écrit. Absolument. Quand on regarde un poème, on ouvre n'importe quelle page et on voit bien ce que c'est qu'un poème. Là, il suffit de regarder une page, n'importe laquelle, voilà, j'ouvre au hasard, on voit ce que c'est. Ce sont des mots qui se mettent debout dans l'espace de la page. On voit tout de suite que ça va se lire verticalement et pas seulement horizontalement. Et puis ce sont des mots qui sont traversés de silence. Il y a cette blancheur de la page. Et donc ça nous dit immédiatement ce qu'est la littérature, ce qu'est la poésie, c'est-à-dire un espace ouvert et offert à la liberté d'interprétation d'autrui. Donc je pense que je ne me suis pas complètement éloigné de ce que vous venez de dire là. Toutes ces interrogations sur l'avenir de l'humanité, les mutations qui sont prévisibles ou qui sont d'ores et déjà en cours, eh bien, je ne vois pas pourquoi les poètes ne les aborderaient pas et pourquoi les textes ne nous inviteraient pas à penser à ce genre de choses. Mais en réalité, la poésie, le poète ne donne aucune leçon. Non, il ne donne aucune leçon, il est simplement celui qui va ouvrir un espace de parole à autrui, dans lequel autrui va pouvoir, au fond, ancrer sa réflexion, son imagination, et son rêve, ses colères, mais voilà. Oui, parce que vous parlez de la métaphore, c'est ça qui nous intéresse en général, pas seulement dans la poésie, mais en général dans la parole, même la parole quotidienne. Et, par exemple, quand vous dites, je cite un vers, mais je reste l'Indien des mots de mon enfance. Est-ce que vous voulez commenter un peu cela? Je reste l'Indien des mots de mon enfance. Alors, pour comprendre ce que veut dire cette phrase, oui. c'est inscrit dans ça un parle poème. Presque justement de la technologie, ce poème. C'est un poème que j'ai écrit sur
un ruisseau de mon enfance. Oui. Un ruisseau, moi je vivais dans une région de montagne et 28. voilà, ouais. Un ruisseau de montagne traversait le sentier de mon enfance. À la fin de l'hiver, l'eau clapotait sous la glace comme chante un poète dans une langue étrangère. Je l'attendais. J'espère que vous le voyez, mon ruisseau, là. Sous la glace, l'eau, elle passe sous la glace, je l'entends clapoter. Et j'attends que l'hiver passe pour pouvoir enfin jouer avec mon ruisseau. Mais l'été venu, mon ruisseau découvrait de grandes dalles calcaires blanchies comme des os. L'attente changeait de rive. Désormais, c'est le ruisseau qui n'a plus d'eau, qui a besoin de moi. Alors, qu'est-ce que fait l'enfant ? Eh bien, les mains plongées dans les remugles de son ventre, j'arrachais des pierres, je raclais la terre, j'excavais des bosses, je dressais un barrage pour qu'un fleuve renaisse de la vigueur de mes bras. Alors, mes parents ne savaient pas que j'étais justement un enfant castor ou un Indien qui vivait tout cela. Et aujourd'hui, alors c'est là qu'on arrive à la question presque de la technologie. Aujourd'hui, l'asphalte a tué le sentier. L'eau s'est terrée comme une bête. Mais je reste l'Indien des mots de mon enfance. L'eau coule dans ma nuit et je détourne encore des ruisseaux de montagne pour entendre le temps battre contre mes paumes. Autrement dit, eh bien, la poésie me donne des nouvelles de l'enfant que j'étais, me permet de me souvenir de l'enfant que j'étais et que finalement les joies de l'enfance se prolongent par l'écriture du poème, mais se prolongent aussi beaucoup par le travail de l'éditeur. Je reste l'Indien des mots de mon enfance et on détourne des ruisseaux de montagne. Voilà, c'est le travail, là je pense que je parle de ce travail de passeur de poèmes et de ce passeur de la vitalité créatrice des autres. Oui, et pour conclure sur cela, deux vers encore. Enfance, je te parle et laisse la mémoire protéger une baie à 2 pas du silence. Hein? C'est comme les deux poèmes font une sorte de... Merci, hein, c'est formidable le regard des autres. Moi, je n'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais vu que ces deux poèmes qui sont de part et d'autre du livre se répondaient. Oui. C'est formidable. Ben voilà, je ne peux rien dire de plus. On a l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Donc, je vais continuer parce qu'en passant par l'enfance et votre relation avec la nature, au début de ce livre, il y a quelques poèmes que je trouve vraiment formidables. Bien que moi, je suis un enfant de la Grèce et de la lumière, pas tellement de l'hiver, vous avez écrit une suite de petits poèmes au début de ce livre, s'il existe un pays, avec le titre « Neige ». Je trouve qu'il y a quelques poèmes aussi de bonne foi que j'ai traduits, début et fin de la neige. Je trouve que ces séries de poèmes, ils sont vraiment formidables. Vous parlez de la neige d'une façon comme si vous parlez de l'éternité, de la vie et la mort en même temps, de quelque chose qui se trouve en nous le plus subtil. Hein. C'est comme à travers parce que ces poèmes sont aussi de quelques vers, très simples, et en même temps, ils sont très profonds. Et il y a dans ces poèmes aussi quelque chose de magique, comme la neige tombe sur la main, dans un moment, c'est disparu. Si vous voulez lire quelques de ces poèmes. Oui, mais alors vraiment, je ne peux pas les expliquer parce que pour moi non, aussi, pas du tout. Ils ont une part de mystère. Oui, mais c'est Par exemple, en feuilletant, je vois que régulièrement, il y a ces petits poèmes, puis il y a de temps en temps, toutes les 2-3 pages, 2 vers qui viennent comme ça, tout seuls sur une page. Voilà, alors par exemple, ce matin, de la main, neige caresse l'horizon. Elle se pose sur les arbres, dans l'herbe, sur le toit des maisons. Effleure les ailes de l'oiseau, la fourrure des animaux, la boit comme une lampe. Neige recouvre neige.
Elle n'est d'aucun pays, n'appartient à aucun être. La mémoire qu'elle invente fond dans l'instant de sa présence. Neige n'a d'ombre qu'elle-même. Ce qui l'habille porte sa nue. Neige suit le mufle des coursiers. On la repère à son haleine. Sous la paupière du silence, l'attente neige à pas de loup. Neige porte en elle la voie lactée. Ses flocons sont des yeux d'enfant. Neige nous vient des profondeurs, nuages déposés sous nos pas. Je parle neige à mots couverts. Elle ne sait pas que nous l'aimons. J'aime beaucoup ces poèmes parce que, bien qu'ils n'ont pas la forme de haïku, ils ont l'esprit du haïku dedans. Tout à fait, il y a cette contemplation devant la nature, mais une contemplation qui est aussi philosophie, qui est aussi, comment dire, une très simple description de quelque chose. Et avec cette description, vous dites, vous parlez d'un monde entier. Et en parlant de monde, ici votre éditrice dit que s'il existe un pays, il nous invitait à un voyage autour du monde, avec ceux qui se taisent, c'est le monde qui vient à nous. Donc, à travers, dans tous les deux livres, il y a des lieux, des pays, des villes, de Crète jusqu'en Espagne, je ne sais pas, de Catalogne jusqu'à je ne sais pas où. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur ces questions de villes, des lieux qui passent à travers. Quelquefois, il y a les lieux d'histoire, d'autres fois, c'est autre chose. Les lieux d'histoire, par exemple, comme l'Andalousie de García Lorca, oui. où j'ai écrit un long poème sur Federico García Lorca et son assassinat. Mais souvent, ce sont des lieux réels où je suis allé, où j'aurais aimé rester. Mais il a fallu repartir parce que voyager, c'est partir et c'est revenir. Et donc l'écriture me permet de vivre une deuxième fois le voyage, d'en garder une trace, de l'approfondir, de l'assimiler, de l'intégrer en moi. Et puis le voyage, c'est exactement comme ce que l'on vit en ce moment. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai entendu des choses avec vous sur mon propre travail que je n'avais jamais entendu. C'est-à-dire qu'il faut aller parfois en dehors de chez soi pour avoir des nouvelles de soi-même. Oui. Et pour mieux se découvrir et voilà. C'est ce que Paul Claudel appelait la connaissance de soi-même à l'autre. Donc je crois ça, moi, profondément. Je pense que nous sommes un peu comme des silex. C'est le frottement entre les êtres qui créent les étincelles de la vie et qu'il faut métisser nos héritages culturels, humains. Je crois profondément cela et je n'imagine vraiment pas la vie ni la littérature sans la rencontre avec les cultures de l'autre et de l'ailleurs. Je voulais vous poser une question par rapport à la traduction. Parce que en vous écoutant lire ces poèmes, j'ai senti que cette mélodie et ce rythme, c'est ce qui se perd d'habitude en traduction. Moi, en tant que traducteur, très souvent, j'ai l'impression que la traduction est un grand bonheur, mais en même temps une grande peine. Parce que le résultat est toujours en deçà de l'original. Alors surtout par rapport à la poésie, on a souvent l'impression qu'on perd la musicalité et le rythme. On gagne quelque chose, les images ou la profondeur des fois, mais il y a une part essentielle qui est perdue. Donc je me demande comment vous choisissez et comment vous sentez-vous quand vous traduisez. Alors, en pensant toujours à la part qui est sauvée. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est ça qui est vraiment important, parce que sinon, c'est une telle difficulté de traduire la poésie. Mais voyez, la poésie, c'est déjà aussi une traduction en soi-même du silence. On arrive à mettre des expressions claires sur des pensées confuses. Donc il y a déjà une forme de traduction dans l'expression poétique. Alors, la traduction, elle est nécessaire pour justement que des œuvres puissent franchir les frontières linguistiques et que l'humanité puisse s'enrichir de ces mutuelles différences. Donc il faut vraiment penser à ce qui est sauvé et non pas à ce qui est perdu.
Et puis, il faut se dire aussi que la traduction, en particulier pour la poésie, c'est une recréation. Et lorsque il le faut, parfois, on peut faire un travail collectif. En ce moment, par exemple, ce soir, je suis fatigué parce que j'ai travaillé toute la journée sur des traductions. Je ne suis pas traducteur, mais je publie une anthologie de la Beat Generation des femmes. Ça n'a jamais été fait dans l'espace francophone. Et j'ai 2 jeunes traducteurs qui ont eu ce projet, qui l'ont porté et qui ont buté sur des difficultés considérables. J'ai fait appel à un autre traducteur, plus chevronné, qui a plus d'expérience. Il a buté aussi sur des difficultés. Et puis, moi, je repasse derrière, j'essaie de faire mon travail d'éditeur, sans les compétences linguistiques, mais en essayant d'entrer dans la logique du poème. Alors, par exemple, ce matin, de 6h à 3h de l'après-midi, j'ai vécu avec 3 petits poèmes. 3 petits poèmes, c'est pas beaucoup, hein. Voilà, mais d'une même auteur. Et il m'a fallu tout ce temps-là, alors que j'avais toutes les traductions sous la main, qu'elles étaient faites, mais pour vraiment entrer dans la pesée des mots et éprouver, tenter de voir s'il y avait d'autres solutions possibles. C'est un travail qui est extraordinaire. Et moi, j'admire beaucoup vraiment l'abnégation qu'il faut, hein, pour être traducteur, et cette capacité que l'on doit avoir d'être à l'écoute de la parole de l'autre, en ayant toujours aussi l'horizon du lecteur en ligne de mire, parce que on écrit, on traduit aussi ancré, situé dans une époque et pour un lectorat donné. Voilà. Les gens qui ont traduit Dostoïevski au début du XXe siècle ne l'ont pas fait comme André Markovitch le fait aujourd'hui. Pas du tout, parce qu'il ne s'adressait pas du tout au même public. Les premiers traducteurs de Dostoïevski le faisaient pour on va dire, un lectorat bourgeois. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même situation, et c'est plus la même langue non plus que l'on découvre. Voilà. Mais, excusez-moi, je voulais simplement, je me demandais comment est-ce que vous choisissez pour éditer un poète étranger que vous n'arrivez pas à lire dans sa langue. Parce que voilà, une maison d'édition, c'est une aventure collective, donc je suis entouré de traducteurs. Je dois dire plusieurs choses quand même à ce sujet. C'est que dans notre maison d'édition, il y a une attention particulière portée à ces écrivains venant de pays non francophones qui font le choix à un moment de leur vie, contraint ou forcé, d'écrire en langue française. Alors il y a cet aspect-là. On a une collection qui s'appelle L'autre langue, et on y publie par exemple Maram al-Masri, la grande voix de la poésie syrienne. Aujourd'hui, elle écrit dans les 2 langues. Elle m'envoie des poèmes écrits en français qu'elle va ensuite traduire en arabe, et puis l'inverse continue à être bien sûr vrai dans son existence. Et puis il y a, par les festivals de poésie, par les voyages, par les rencontres, les incessantes rencontres qu'offre le quotidien. Alors on peut prendre 2 exemples. Une poète coréenne, Moonshuk, moi je ne lis pas un mot de coréen. Et j'ai été traduit en coréen, je n'arrive même pas à trouver mon nom sur la couverture. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est un problème. Mais on a quand même publié des auteurs coréens, et on l'a fait aussi en édition bilingue. Et le premier auteur coréen qu'on a publié, c'est une femme qui s'appelle Moon Chong-hee, qui est née en 1948, qui est une très grande voix de la poésie coréenne. Et en fait, c'est cette traductrice qui est venue me voir en me disant « Il faut que je vous fasse découvrir cet auteur ». Alors, j'ai traduit 3-4 poèmes. Elle m'a lu les traductions, j'ai trouvé ça formidable. Et je lui ai dit « Mais j'aimerais bien en lire d'autres. Est-ce que c'est possible de continuer le travail ?» Avant même qu'on prenne un engagement. Elle est revenue avec 20 poèmes. Et là, je lui ai dit « Non, mais on va la publier, c'est sûr. » Voilà. Et on va faire un livre qu'on va tirer à 1500 exemplaires, et on va vraiment la faire découvrir en France. Voilà, un exemple concret. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. Alors Muriel me fait des signes, mais 2, eh bien, cette poète amérindienne Innu, Rita Mestokosho, vraiment, on est tombé en amour pour cette littérature. La première fois que son nom m'est apparu, c'était dans un article de Jean-Marie Leclésio dans Le Monde, une tribune libre dans laquelle Jean-Marie Leclésio
parlait de ces compagnies nord-américaines qui détruisent une vallée avec des barrages hydroélectriques. Et il disait qu'une poète un peu chamane se battait pour défendre son peuple. J'avais découpé l'article, j'avais souligné le nom de cette poète, puis j'avais imaginé que c'était une très 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 vieille dame. Et puis un jour, je me suis retrouvé comme ça à côté d'elle dans une lecture. Je dis, mais t'es toute jeune. Mais pourquoi tu me dis ça? Voilà. Et on est devenus amis, et puis on a décidé un jour de la publier. Elle voulait que ce soit ses poèmes et les miens, parce que quand on s'écrivait, à ce moment-là, on s'envoyait des poèmes au lieu de s'envoyer des mails. Elle voulait qu'on publie comme ça un livre à 2 voix. Et puis on s'est dit non, il faut vraiment la faire découvrir. Il faut la faire découvrir dans sa langue maternelle, qui est le Innu Haimun, avec les traductions en langue française. Et on a monté plus qu'un livre, on a monté un projet autour de cela, avec des photographies, des expositions. Et on l'a fait venir 2 ou 3 fois, et ça a été à chaque fois vraiment extraordinaire. Ah, un 3e exemple, on peut? Oui, oui. Alors, il faut que je trouve un exemple hyper court. Un poète dans les rues de Sète, que j'entends dire en persan, et puis la traduction va arriver tout de suite après. Ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime. Moi, j'ai entendu ça. Je suis allé voir ce poète, je lui ai dit, mais qui es-tu pour avoir écrit ça, quoi? Et je veux lire tes poèmes. Et on a commencé un travail ensemble. 2 ans après, on le publiait en édition bilingue. Et on l'a déjà fait venir 3 fois ou 4 fois en France. On l'a publié en bilingue. Alors lui, quand il est venu la dernière fois, il nous a dit « Ah, le poème, il secoue les gens, hein, ce poème-là. La police est venue dans mon cours à l'université, ils sont venus me chercher, ils m'ont questionné. Ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ?» Alors lui, c'est un poète. Donc il a dit « Ah, au bout d'1 heure quand même. » Il a dit « Bon, je lâche la vérité. J'étais dans un café en train de fumer le narguilé. Une femme est passée, une bourrasque est arrivée, une robe s'est soulevée. J'ai écrit ce petit poème licencieux. Est-ce qu'on donne des coups de fouet pour ça? Non. Voilà, il n'a rien dit de plus. Et la poésie, c'est ça, c'est cette capacité d'en dire tellement plus, de faire entendre tellement plus de choses que l'on en écrit. Vous voyez, quand je disais que le poète n'est jamais détenteur du sens, vous avez tous entendu autre chose et vous avez bien raison. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer avec un 4e exemple en vous questionnant sur Ritsos? Pourquoi Ritsos? Donc, parce que je crois que dans votre collection, il y a les seuls poètes grecs, ou non? Non, Kariotakis, oui, oui. Voilà, et Polydori. Oui. Et puis j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Mais alors, Ritsos, c'est l'exemple, mais au 2e sens du mot exemple pour moi. C'est-à-dire vraiment, c'est un poète que j'adore. Il est exemplaire. Ouais, il est exemplaire et il est. Vous voyez, l'édition, c'est une navigation. On a un tout petit bateau, quoi. Donc on traverse des mers un peu démontées parfois. Mais ma boussole, c'est Ritsos. Voilà. Ça me donne le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et je peux mettre sur ces 4 points cardinaux quelque chose. Hein. Je le fais. Alors, le sud, ouverture aux poésies du monde. Le nord, ouverture au plus grand nombre. La poésie, elle est faite pour tous. Et par plusieurs. Et voilà. Et pas pour un cercle restreint de happy few. À l'est, eh bien, on va dire la défense d'une poésie qui n'a pas dissocié le lyrisme et l'engagement. Moi, je crois que les grandes poésies, elles ont ça. Elles ont les 2 choses ensemble. Elles tiennent le champ d'expression de l'intime, le champ humain dans ce qu'il a de plus authentique et lyrique, et puis la force des valeurs collectives. Lui, il nous dit ça aussi. Et puis à l'ouest, alors qu'est-ce qui reste? Oui, eh bien à l'ouest, il reste la place faite à l'oralité. Ritsos, c'était quelqu'un qui faisait entendre sa poésie, qui enregistrait des disques, qui confiait à Mikis Theodorakis ses poèmes pour des pièces symphoniques, et qui portait la poésie dans un partage, dans une rencontre vivante avec le public. Donc les 4 points que je viens d'évoquer, c'est ce qui guide notre travail. Il n'y en a pas d'autres. Avec ça, on peut aller jusqu'à vraiment à la fin de la vie sans difficulté. Hein.
Et aussi, il a écrit des grands monologues sur, Oui. en prenant comme personnage quelques figures de l'ancienneté, mais en parlant du présent, de son présent. Donc là, il faisait en même temps du théâtre, de la poésie mixte. Donc Oui. l'oralité est aussi dedans. L'oralité, elle est là, et puis aussi cet ancrage dans l'histoire, non pas seulement dans l'histoire que lui a traversée, mais aussi l'histoire qui nous vient de la plus haute antiquité. Il la prend en compte. Et voilà. Et comme j'entends Muriel penser, donc je vais dire ce qu'elle pense. Elle pense que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est ça? Je l'ai vu dans ses yeux. Donc voilà, c'est ça. Meritsos, il nous dit tout ça. Donc pour nous, c'est un auteur emblématique. On a publié 6 livres de lui et j'espère qu'on va, on va continuer. Oui. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ces questions? Vous? Oui? Pourquoi pas? Oui? Moi, je me régale parce que je me dis que j'ai drôlement bien fait de publier ce poète-là. Et peut-être aussi ce que vous parliez de traduction, et je me disais aussi que ça n'est pas un hasard si les poèmes de Bruno sont aussi traduits en grec, dans ce sens-là. Parce qu'en fait, il a aussi envie de faire entendre sa poésie à ceux qui ne parlent pas le français. Je pense que ça participe de ce travail-là. Voilà. Et en ce qui concerne Yanis Ritsos, pour nous, moi, quand je l'entends dire ça, il y a aussi quelque chose qui est du domaine de la fraternité. Peut-être que il le passe sous silence, mais c'est une adoption de part et d'autre. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'admiration, il n'y a pas seulement les exemples qu'il nous donne, mais simplement on a envie d'être accueilli dans sa maison, de la même manière qu'on l'a accueilli dans la nôtre modestement. Donc, reste à le faire publier en grec, éditer en grec. Maintenant que la traduction est prête, on est à la recherche d'un éditeur. C'est ça? On va lancer une annonce. Vous allez nous faire partager des lectures? Ouais. Bien sûr. Moi, ma dernière question, elle porte sur le fait que vous ne publiez pas seulement les voix des poètes, mais j'ai l'impression que vous, en même temps, vous amenez en vie la chair historique des poètes, parce que vous écrivez des romans consacrés à la vie des poètes. Ah oui, merci pour cette question qui permet de dire un mot du travail de romanesque aussi que je fais. Bien sûr, je suis la poésie, c'est au cœur de ma vie, mais le roman est important. Et depuis une dizaine d'années, je me suis embarqué, sans même m'en rendre compte, mais dans un cycle de romans consacré aux poètes qu'on assassine. Un roman sur Victor Rala, le chanteur chilien, aux éditions Actes Sud, puis un roman sur Garcia Lorca, très récemment un roman sur Lounes Matoub, le chanteur kabyle, qui a été assassiné il y a 20 ans. Et puis, à chaque fois, ce sont des combats différents. Et puis, 2 romans consacrés à Marianne Cohn, une résistante juive allemande, que peu de gens connaissent, mais qui était une jeune fille de 22 ans, courageuse, qui a risqué sa vie, qui a donné sa vie en fait pour sauver des enfants, et dont on a retrouvé un poème un jour. Voilà, on n'en connaît qu'un. Vous voyez, on ne connaît qu'un seul poème de cette jeune femme, et donc moi je lui ai consacré un roman. Je suis parti à sa rencontre, puis un autre roman sur Mac Jacob. Voilà. Donc pour moi c'est quelque chose qui est vraiment important, ça.
ce matin-là, je m'étais levé bien avant toi pour voir les premières lueurs du jour. Sur la terrasse de notre maison, une branche d'hibiscus tendait les doigts de son attente dans la même direction que moi. Tout semblait habité par une seule raison de vivre. Dans la brise du petit matin, le linge étendu la veille donnait à la terrasse l'aspect d'une barque rentrant au port. Je n'ai pas vu les premiers rayons du soleil faire éclater la crête des montagnes. J'ai vu ta robe blanche, ta robe ouverte dans le vent, faire danser le soleil comme un tamari. J'ai voulu te dire, viens voir comme ta robe est belle dans la lumière du matin. La chambre était encore plongée dans un demi-jour. Tu dormais nu sur la toile tendue de l'été. Ce que j'ai vu alors ressemblait au premier matin du monde. Une petite fleur d'hibiscus sauvage s'ouvrait entre deux soleils. Elles sont assises sous le mûrier et conversent sans bavardage. Le soleil n'est jamais si beau que dans son ombre. La parole n'est jamais si forte que dans le silence. Cet été, Caterina ne se baignera pas dans la mer. L'homme qu'il aime ne verra pas l'eau scintiller sur la peau de ses hanches, ni son rire de femme heureuse apparaître et disparaître dans l'écume. Cet été, Caterina passera tout son temps à s'occuper de sa vieille mère malade dans le village de son enfance. L'argent des vacances servira à payer les médicaments, et les heures passées à adoucir la vie de la vieille femme seront celles dont son corps aurait besoin après une année de travail. Cet été, Caterina s'agacera d'apprendre que l'État vend des plages et des îles de son pays pour tenter de rembourser la dette. C'est à peine si elle aura le temps de lire les journaux ou de parler de la Troïka avec des amis le soir dans les tavernes. Elle s'occupera de sa vieille mère malade, comme d'un pays à genoux et nu, dans les vagues de la désolation. Elles sont belles et dansent le buste droit. Ce ne sont pas leurs poitrines que l'on voit poindre, mais le regard d'un peuple fier qui ne veut pas vivre à genoux. La vieille Roula n'a que 200 € pour vivre chaque mois et pour nourrir son grand-fils malade. Fort heureusement, les 2 pièces de sa maison n'ont que rarement besoin de réparation. Elle ne se soigne pas et se nourrit des légumes du jardin dont elle assure l'entretien. « Ah, tant que je peux aller », dit-elle d'un sourire sans fausse honte. Et ses 80 ans n'ont besoin d'une canne que pour chasser les mauvaises pensées qui l'assaillent quand l'encre de la nuit tombe sur ses journées.
Evangelisti n'est pas rentré depuis plus de 3 jours. Il en a pris plein la gueule et il ramène à peine de quoi nourrir sa famille. Ses mains s'agrippent au cordage, ses mâchoires se contractent, son cœur se serre. Il rentre. Dans le petit port, la Vierge de Milatos paraît aussi défaite que lui. Evangelisti se demande s'il trouvera encore le courage de repartir en mer. Dans la voiture qui le ramène au village, la radio grésille avant de faire remonter le flot des mauvaises nouvelles du monde. Une faille s'ouvre sur la route. La terre avale des humains, le colosse pleure des larmes d'argile. Dans le petit port, les vagues claquent contre la cale du caïque. Au moment de faire demi-tour, Evangelisti ne se demande pas si les gardes-côtes arraisonneront son bateau. Il ne pense ni à la fatigue ni au danger. Il ne voit que la houle qui harcèle la digue, les coques qui tanguent sous le vent. La Vierge de Milatos est prête à repartir. Le moteur tousse, puis s'élance à l'assaut des vagues. Nous avons 3 heures devant nous avant la tombée de la nuit, lui dit Evangelisti. Le giron du bateau se gonfle de fierté. Son capitaine a raison. Avec le temps qu'il fait, c'est sûr, des embarcations de misère chavireront en mer. Au loin, dans le flot des mauvaises nouvelles du monde, sous les lames noires du courant, une mère épuisée tient son enfant à bout de bras. Dans ce pays, l'aube est une vieille femme vêtue de noir qui s'amenuise dans la lumière. Le crépuscule, une jeune fille qui revient de la fontaine, un filet d'eau au bout de chaque doigt. Dans ce pays, l'ombre de la mélancolie s'attable à la taverne. Elle fume peu mais boit lentement le raki du silence. Dehors, la liberté s'impatiente et s'envole. Dans ce pays, une jeune femme du bout du monde offre un nid à l'hirondelle des regards. Dans la lumière, sa chevelure est une ruche et son sourire ouvre depuis toujours une brèche dans les montagnes. Devant elle, les marins drapés de nuit posent leurs armes. Ce pays sommeille dans les pierres. Il est sec, mais ne s'étonne pas de voir l'eau remonter la pente des collines. Chacune d'elles abrite un joueur de flûte qui fait chanter l'écorce des arbres depuis 4000 ans. L'horizon qu'il porte en lui sort de terre chaque année, et chaque année la mince tige de roseau qu'il porte à ses lèvres éveille le vent d'été et la moisson des astres. Les chapelles blanches de ce pays gardent en elles toutes les couleurs du passé. Petites pierres posées sur la main d'un géant, les dragons que l'on y terrasse protègent les enfants nés des amours de la pierre et de la lune. Ce pays tient tout entier dans un jardin, et ce jardin est entré depuis longtemps dans la corolle d'une fleur. Il renaît chaque matin comme le sourire d'une femme
devant le temple d'Itanos. La fente âcre de la roche laisse passer suffisamment de lumière pour que les hommes puissent poursuivre leur route. Chaque matin, un enfant naît en chantant et le murmure d'une main s'efface devant la mort. Dans ce pays, il ne vient à personne l'idée de compter les étoiles ou les chèvres d'un troupeau. Seul compte le bélier de la nuit et le moutonnement des vagues qui claquent contre la barque du pêcheur. Dans ce pays, une seule jarre enferme plus d'eau fraîche que n'en contient le ciel. C'est comme vous voulez, on peut continuer. On a quand même répété pendant 3 jours, alors... Non, on s'est vu tout à l'heure pour la première fois, hein, donc c'est vraiment formidable. On continue 5 minutes ? 5 minutes ? Oui. Moi, je pensais à la parenté des genres, parce que quelques-uns des poèmes que vous avez lus m'ont fait penser à ce que Julio Cortázar appelle les contes, en différenciant les contes des nouvelles, des petites histoires. Il a souvent écrit des contes de 4 lignes. Ça m'a rappelé ça. Oui, là j'ai lu des petits poèmes qui font partie d'une chronique d'un village en temps de crise. Je les ai écrits en Crète et je les ai écrits en pensant à des gens bien précis. Voilà. Et puisqu'on parlait de métaphores tout à l'heure, ce sont des poèmes avec des moyens littéraires très simples, où j'ai presque fermé la porte au nez de la métaphore. Mais vous savez, quand les portes, quand elles sont un tout petit peu disjointes, le vent y passe différemment. Donc c'est ce qui se passe là avec la poésie. Des moyens pauvres, mais quand même, il y a cette petite vibration du sens. Voilà. Et j'aime bien faire ça. En guise de transition, je vais vous lire un poème. Un poème tout simple, vraiment tout simple. Puis après, on repartira sur peut-être autre chose. C'est un poème qui essaie de résumer ce qu'on a dit, quoi, finalement, sur ce à quoi sert la poésie. Puis c'est un poème aussi qui dit que l'amour en poésie, c'est déjà une forme d'engagement dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Chanter l'amour, après tout, c'est une façon de dire non à la guerre et à toutes les déchirures qui l'accompagnent. C'est un poème qui s'appelle « Le pain de ton regard ». La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une façon de vivre et de chanter la vie que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mise à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à 4 mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes, à chaque fois je glissais un peu de ce levain qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens, qui fait trembler tes sens. Depuis, je me nourris du pain de ton regard. Sous la robe du silence, le cri béant de la douleur. Un mot, puis 2. Chacun doit reprendre pied.
Des tuyaux entrent et sortent de ton corps. Ceux qui nous relient à toi sont aussi visibles et invisibles que l'oxygène. Tu dors et tu ne dors pas. Seul ton souffle te tient à distance du grand sommeil. La morphine rend l'atroce supportable. Elle nous fait regretter le bistrot du coin et la fumerie d'opium. Où vas-tu quand tu t'absentes de ton corps? Qui es-tu quand tu le réintègres? Goutte à goutte, souffle après souffle, mourir et ne pas mourir. Nous venons à toi avec des chants de résistance, des mots d'humour et des gestes de tendresse. Devant nous, ton lit se tient debout, comme la guérite. Chaque instant de ta vie dit non à l'injustice. Et ton sourire fait naître un marin du bout du monde, plus aguerri qu'un Dieu vivant. Quand ton corps s'adossera contre la nuit, des oiseaux feront un nid de tes songes, et nous verrons pour la première fois le soleil verser des larmes sur ton silence. Tu partiras dans une éclipse, et nous ne pourrons regarder l'instant de ta mort sans nous brûler de nuit. Un instant, ton visage de lune passera devant ton visage d'enfant. Les oiseaux se tairont, des sources quitteront la surface de la terre, des fans naîtront sous les paupières du jour, et d'un souffle, ta vie fêlera le cristal du silence. Aucun de nous ne parviendra à ouvrir les yeux quand les tiens se fermeront, mais des milliers et des milliers de mains libéreront un à un tous les papillons de ta présence. Au matin, la paume de la terre se creusera à ton approche. Des étoiles verseront une pluie d'or dans les étangs de ta naissance, et l'essaim de tes mots continuera à semer des trèfles à 4 feuilles dans les vergers abandonnés aux hautes herbes. Tu partiras comme une éclipse pour être en avance sur la nuit. Je te parle tout bas pour ne pas éveiller les ombres qui te hantent, les enfants que tu n'as pas eus, le mufle de la bête embusquée dans le noir. Je te parle tout bas comme on parle aux étoiles filantes, à voix de feu, de lyre, de trèfles et de sable. Les mots de sentinelle gravés dans ta mémoire se souviennent de la première offrande et du premier baiser. Mes sentiers de poète lient la fleur à l'abîme, le soleil à l'énigme et tes doigts à mon cou. Tu suis la trace de mes pas, je marche sans me retourner. Ne t'en étonne pas, ma nuit est un royaume aux frontières aveugles. Mon chant sinue sous les paupières, il dessille la peur, adoucit le chagrin et sème ses émaux comme un grand champ de blé. Qu'on me jette aux rivières, si je ne ramène à la vie un peu de ton désir, un peu de pain, de sel, de terre bonne à cuire, où l'on trouve parfois des étoiles tombées du ciel. Et je termine avec 2 courts poèmes.
un poème qui raconte un peu de façon métaphorique ce qu'est la vie des poètes et des éditeurs ou des écrivains, des couples d'écrivains quand ils partent comme ça partout en France, dans le monde, ailleurs, à Athènes, et qu'il leur arrive de se croiser, hein, n'est-ce pas Muriel? Et le titre, c'est Ulysse rêvant. Je ne dors pas à tes côtés. Je glisse dans le sommeil comme une ombre s'allonge sur les draps de la mer. Jambes d'étrave, bras de cordage, mes chants de marin fou rêvant ton môle à chaque escale. Tu ne dors pas à mes côtés, tu vogues en caravelle sur la peau des étoiles. L'ombre qui te visite provient des mots que tu écris pour un marin perdu. La voie lactée est ton opium. Nous sommes l'un et l'autre en voyage. Dans un grand lit, toutes voiles ouvertes, le vent y souffle histoires et poèmes, tissés de nuit, habillés de lumière, où sont serments d'amour en mer. Lorsque je me suis éveillé, tu n'étais plus à mes côtés. Il faisait nuit. C'était l'été. J'ai gravi le petit escalier qui mène dans un roulis sur le pont de bateau de notre maison. Tu n'étais pas dans la cuisine. Tu n'étais pas dans le salon. Une porte était restée entr'ouverte. Je l'ai poussée comme un soupir. L'ombre de l'oranger a mangé mon visage. Tu dormais dans le jardin sur un grand drap bleu de nuit. Le vent jouait encore avec les étoiles. Un instant, j'ai vu la branche de jasmin venir effleurer ton corps. Je n'ai pas dit « la vie est belle ». Elle était belle. Et je n'ai pu la retenir qu'en posant sur ta peau les doigts de rose d'un poème. Bravo, merci beaucoup. Merci Bruno pour cette superbe rencontre. Merci à tous les trois. La soirée est terminée. Nous prenons du vin. Le vin est servi. Neko Kurasaki.